Bonsoir à tous et bienvenue dans Point de Vue pour cette dernière émission de la semaine. Est-ce que ce sera aussi la meilleure? Eh bien, vous le saurez dans 48 minutes. En tout cas, voici les thèmes que nous allons aborder ce soir. Nous allons revenir sur les déclarations de Donald Trump. Le président américain aurait dit pourquoi fait-on venir ici tous ces gens de pays de merde, en parlant de pays d'immigration comme Haïti ou le Salvador ou les pays africains. Nous reparlerons également des fake news. Peut-être vous souvenez-vous que le président de la République s'est prononcé en faveur d'une loi pour lutter contre ces fausses nouvelles diffusées sur les réseaux sociaux, entre autres. Eh bien, 79% des Français, selon un sondage publié ce matin dans le Figaro, sont favorables à une loi. Est-ce que nos invités le sont aussi? Ils nous le diront dans quelques instants. Nous allons également parler de l'Europe. Le Premier ministre autrichien est en voyage officiel en France, à Paris. Vous savez qu'il a été élu sur un programme de limitation drastique de l'immigration, comme d'ailleurs un certain nombre de pays de l'Est européen. Faut-il mettre au pas ces pays de l'Est qui refusent les règles mises en place par Bruxelles pour l'accueil des réfugiés? Nous en parlerons. Et puis nous parlerons aussi de la décision des éditions Gallimard de suspendre la réédition des pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline. Je vous présente tout de suite les 4 invités qui nous font l'amitié d'être là ce soir. Bonsoir Véronique Reissoult. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de Dentsu Consulting. Vous êtes aussi chroniqueur dans l'émission Le débat des grandes voix d'Europe 1, oui, avec notre excellente consoeur Sonia Mabrouk. Oui. Bonsoir Laure Mandeville. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au service étranger du Figaro. Vous avez été la correspondante de notre journal à Moscou, plus récemment aux États-Unis. Et vous êtes l'auteur de Qui est vraiment Donald Trump, publié aux éditions des Équateurs. Ben, ça tombe bien parce qu'on va vous poser la question dans quelques minutes. Bonsoir Hervé Nathan. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Votre hebdomadaire publie en couverture cette semaine Les Empoisonneurs, en revenant évidemment sur la désormais célèbre affaire Lactalis. Et bonsoir Karl Meus. Bonsoir. Vous êtes bien sûr le rédacteur en chef politique du Figaro Magazine. En couverture du Figmag ce week-end, un reportage exceptionnel en opération avec les forces spéciales de l'armée française. Également un reportage que je vous conseille de notre envoyé spécial sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Croyez-moi, ça n'est pas piqué des hannetons. Mais revenons au sommaire de notre émission. Donald Trump dépasse-t-il les bornes? Le président américain était hier à la Maison-Blanche dans une discussion avec des sénateurs démocrates et républicains à propos de la réforme de l'immigration. Et alors qu'on lui parlait de l'accueil de ressortissants de pays africains, du Salvador ou d'Haïti, il aurait déclaré « Pourquoi fait-on venir ici tous ces gens de pays de merde? Quel besoin avons-nous d'Haïtiens en plus ?» qu'on les vire. Alors ensuite, il est revenu sur Twitter en disant « Non, c'est pas vrai, j'ai pas exactement dit ça ». Peut-être, Laure Mandeville, que s'il ne l'a pas dit, il l'a pensé très fort en tout cas. Oui, je pense. Bon, d'abord, c'était une conversation qui était censée ne pas sortir, comme vous savez, qui s'est tenue entre les élus du Congrès et Trump, et qui a fuité, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient sans doute intérêt à ce que ça fuite, et confirmer l'idée que Donald Trump, effectivement, ne cesse de dépasser les bornes. Et en fait, ce qui me frappe dans toute cette affaire, c'est que, finalement, depuis son entrée en politique, Trump n'a cessé de dépasser les bornes, de bousculer absolument tous les codes de la politique américaine, de la bienséance politique, des bonnes manières. C'est quelqu'un qui a des mauvaises manières, mais le paradoxe, c'est aussi cette capacité à dépasser les bornes et à aller sur des terrains disons, tabou ou politiquement correct qu'il a fait élire. Et c'est pour ça qu'il est dans cette... Il y a ce personnage complètement impulsif, tumultueux, qui parfois grossier, brutal, choquant, mais qui en même temps réjouit son électorat parce qu'il a le culot d'aller contre ce qu'on appelle en France la bien-pensance et qu'on appelle aux États-Unis le politiquement correct, et il hésite tout le temps là-dedans. Quand il fait une déclaration de ce type, il le fait en disant c'est une provocation, elle va sortir, c'est bon pour moi politiquement, ou c'est juste parce qu'il le pense et il dit tout ce qu'il pense? Oui, non, je pense qu'en fait c'est quelqu'un qui a peu de filtres et qu'il se piège lui-même. C'est-à-dire, je pense que parfois
ces tweets ou ces sorties sont calculées et elles ont soit le but de choquer, soit le but de tâter le terrain comme une espèce de sonar qui va à la rencontre de son électorat ou à la rencontre de la politique, de ce qui est faisable, pas faisable. Mais il y a aussi ce personnage qui parfois ne se contrôle pas, qui est incontrôlable, qui a envie de s'exprimer. Et là, dans le cadre de cette rencontre, c'était une rencontre, encore une fois, qui se tenait à la Maison-Blanche, dans le cadre d'un échange important pour lui, puisqu'il essaie aujourd'hui de lancer une sorte de grand deal entre le Congrès et lui-même pour trouver une solution sur le problème des Dreamers. Vous savez, ces jeunes latinos sans papier, il voudrait un deal pour les légaliser en échange de la construction du mur et d'une stratégie beaucoup plus solide pour contrôler l'immigration. Alors, la question que vous voyez sur votre écran, Trump dépasse-t-il les bornes? Vous pouvez vous-même y répondre. Hashtag Figaro Live, hashtag point de vue. Pour l'instant, vous êtes 62% à considérer que oui, décidément, Donald Trump dépasse les bornes. Est-ce aussi votre avis, Hervé Nathan? Le problème, c'est quelle borne? Parce qu'avec Donald Trump, je voudrais savoir où délimite le champ. Passer certaines bornes, il y a plus de limites. Le problème, c'est qu'il a dépassé on a l'impression quand même qu'il a dépassé les bornes depuis assez longtemps sur plein de sujets, sur son rapport aux femmes, par exemple, puisqu'il avait eu des déclarations extrêmement péjoratives et extrêmement grossières vis-à-vis des femmes pendant la campagne. Il n'en veut pas empêcher de battre Hillary Clinton, qui avait fait campagne sur le thème de la défense du féminisme, etc. Il avait quand même réussi à la battre. Donc là, il se retrouve... Certainement, on sent... Moi, je vois la réponse... Là où il est gêné dans l'histoire, c'est qu'en fait, effectivement, il était en train de négocier quelque chose d'important. Et sur la question de l'immigration, il bute quand même sur un obstacle. Le mur, il avait un projet de mur. Il avait vendu pendant sa campagne un projet de mur entre les États-Unis et le Mexique, qui est quand même le grand fantasme des Américains, pas seulement un fantasme, mais la grande réalité de la voie de l'immigration. Il avait dit, je vais mettre un mur. Et pour le moment, le mur, maintenant, va se remplacer par autre chose, mais en tout cas, apparemment pas par une barrière physique. Donc, il bute complètement sur cette histoire-là. Et on a l'impression qu'il se cogne au mur, dans ses murs mentaux. Voilà. Véronique Reissoult, qu'est-ce qu'en pensent les internautes? Qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on est choqué ou est-ce qu'on est plutôt amusé par le style Trump? Il y a deux sujets. Il y a les réseaux sociaux en France, en Europe et puis aux États-Unis. Ce n'est pas tout à fait la même perception, ce n'est pas les mêmes enjeux. D'abord, je ne pense pas qu'il soit si... non maîtrisable que ça. Je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Là, il n'a pas forcément voulu que ça sorte, mais globalement, à chaque fois, il arrive à en tirer l'épingle du jeu des situations. Ensuite, il a un sujet qui est, oui, il a cassé les codes, mais du coup, à force de dire des tas de choses incroyables, c'est noyé dans la masse. C'est-à-dire qu'il y aurait un scandale, une fois de temps en temps, on focuserait dessus, mais enfin, comme de toute façon, il y a tous les jours un nouvel événement. Voilà. En revanche, ça imprime quelque chose d'intéressant sur les internautes américains et sur on va dire son électorat à lui, c'est qu'il reste populaire, ils sont d'accord. Quand il dit des choses horribles comme ça, mais ils sont d'accord, les Américains, pour les trois quarts, ils ne l'auraient pas exprimé ainsi, ils sont plutôt d'accord. Après, il y a quelques petits éléments qui sont plus compliqués, parce qu'en fait, cette conversation, juste avant, ce qu'il a dit aussi, c'est pourquoi on n'a pas des Suédois des Norvégiens, comme émigré. Là, il faut lui rappeler 2-3 petites notions de géographie aussi. Enfin, bref, donc du coup, ça donne... Et d'économie. Mais ne serait-ce que de géographie, parce que quand même, Haïti et la Norvège, c'est pas la même distance. Mais voilà, on va dire qu'il y a une partie qui en rigole. Et là, c'est plutôt l'Europe et les Français. On rigole peut-être un peu jaune parce qu'on a un peu peur, mais en même temps, voilà, le danger, il n'est pas si près. Et après, il y a les Américains sur place, pour une partie qui continuent à le soutenir, qui apprécient, et puis les autres qui sont... pétrifié, c'est le mot, quoi. Il y a pas... Je salue tous les internautes qui nous rejoignent, qui commencent à commenter notre débat. Moustapha qui nous dit, est-ce que le Conseil de sécurité peut prendre une décision à propos des déclarations de ce chef d'État? À mon avis, non, parce que le Conseil de sécurité, en plus, les États-Unis y votent et donc ils s'y opposeraient si d'aventure une telle initiative voyait le jour. Le droitiste, qui est un internaute fidèle, qui nous dit, Trump est un homme un peu limité, il peut être dangereux. Ahmed nous dit, il fait juste sa politique, une politique capitaliste qui pense juste à ses intérêts. Il s'en fout du monde entier, tandis que Zoubi nous dit c'est comme si Le Pen disait que Macron avait dit des conneries sur les réfugiés lors d'un de leurs rendez-vous. Sauf que Jean-Marie Le Pen n'est pas président des États-Unis. Karl Meus,
Est-ce qu'on peut porter un jugement moral? Est-ce que il y a un livre de deux de nos confrères du Monde qui s'appelait « Un président ne devrait pas dire ça ». Est-ce que vous trouvez-vous que quand on est président d'un grand État, on ne doit pas dire ça parce que c'est pas bien, ou après tout, si l'électorat apprécie, eh ben, chacun fait ce qu'il veut? C'est exactement ce qu'a dit Laure tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il a été élu, j'allais dire, pour ça. Il a été élu pour dire ça, peut-être. C'est-à-dire que les électeurs qui ont voté pour lui ont très bien compris que ce qu'il disait dans la campagne, il le ferait à la Maison-Blanche. Et donc, c'est pour ça, en partie, qu'ils ont voté pour lui, pour bousculer ce système que l'électeur blanc du Kansas, du Wyoming, alors je ne sais pas, je connais moins bien tous ces États et leur géographie politique, mais on voit bien que tous ces États-là ont voté pour lutter contre le politiquement correct de Washington et de New York. Ils n'en peuvent plus. Le problème pour Donald Trump, c'est qu'il en fait quelques-unes, ça pourrait éventuellement aller. Là, le problème, c'est que ça fait sens et que du coup, on ne retient plus que ça de sa politique. Et au fond, je me disais même, je pense qu'une grande partie des dirigeants européens et tout ça commencent peut-être à être très embêtés par ce qu'il fait. Et autant avant, quand c'était Obama, alors là on était dans le politiquement correct total, mais c'était bien de l'inviter, d'être à côté de lui, parce que finalement on espérait, pour un dirigeant européen, avoir un peu de la lumière qui rejaillissait. Là, se montrer aux côtés de Donald Trump, c'est au fond pas très valorisant. Je ne sais pas si aujourd'hui Emmanuel Macron recommencerait ce qu'il a fait le 14 juillet. Par contraste, oui, mais en même temps, ça veut dire qu'on discute avec lui et donc il y a aussi des signes amicaux qu'il faut faire passer. Si je peux me permettre, il me semble qu'il y a au fond plusieurs niveaux. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est aussi le monde dans lequel nous sommes qui finalement donne l'impression que Trump ne fait que tweeter et que tout ce que fait Trump est sur le même plan. Et je pense qu'aussi, pour quand même dire quelque chose, pour contrebalancer un peu ce qui est dit, c'est que au fond, toutes les choses que dit Trump ne se valent pas. C'est-à-dire, je voyais par exemple qu'il y a eu une vague d'indignation aux États-Unis. Ses adversaires aussi sont au taquet. C'est-à-dire que dès qu'il dit quelque chose, ils le mettent dans une espèce de prolongement et d'accumulation et reprennent tout ce qu'il a dit en le mettant exactement sur le même plan. Et je pense que c'est aussi, de leur part, un acte calculé et politique. Et ces électeurs ne sont pas contents parce qu'eux disent... Vous le prenez littéralement parce que ça vous arrange, mais en fait, Trump, au fond, ne fait pas tellement attention au langage, il fait regarder ce qu'il fait. Et par exemple, si vous voulez, pour donner un exemple, cette histoire d'aujourd'hui, là, sur le pays de merde, qui en fait se traduit plutôt, je dirais, comme trou paumé, parce que c'est pas exactement la même traduction. Quels étaient les mots en anglais? C'était shithole country. Et shithole country, c'est pas shitty country, c'est donc plutôt un trou de merde, en fait, on pourrait dire, mais en fait, ça se traduit plutôt par trou perdu, trou paumé. Et donc, je pense que ça, c'était quand même offensant, parce qu'on a su que c'était Haïti, etc. Et c'est vrai que, franchement, il faut se mettre à la place aussi des Haïtiens ou d'autres. Je comprends qu'ils ne soient pas contents, et quand on est président des États-Unis, c'est pas de son niveau, ce ne devrait pas être de son niveau. Mais par exemple, on a mis ça sur le même plan que sa blague, parce que pour moi, il s'agissait d'une blague, sur le gros bouton nucléaire et le petit bouton nucléaire de Kim Jong-un. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que Trump aussi fait des blagues. Et moi personnellement, j'ai perçu ces tweets sur le gros bouton nucléaire comme une sorte de... C'était une blague. Mais évidemment, ça a été pris, une sorte d'humour, et ça a été pris au premier degré, et ça a fait un gigantesque truc. En même temps, si on regarde ce qui se passe sur le dossier de la Corée du Nord, on voit que finalement, pour l'instant, il y a une sorte, je ne dirais pas qu'il y a d'avancée, on ne sait pas où ça va, mais malgré tout, il y a une sorte de processus qui s'est engagé, et il paraît quand même probable que s'il n'y avait pas eu l'espèce de politique du rapport de force et du coup de poing rhétorique et en même temps diplomatique de Trump vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis du Japon, vis-à-vis de la Corée du Sud, etc., peut-être qu'il n'y aurait pas ce rapprochement. Donc c'est vrai qu'il faudrait une analyse fine, mais on est dans un monde où il n'y a pas d'analyse fine, et c'est vrai que comme Trump n'est pas fin, ça n'arrange pas. Mais comme vous voulez les analyses fines, vous lisez le Figaro, parce que je me souviens parfaitement que quand vous avez suivi la campagne présidentielle de Trump, vous étiez à l'époque à Washington pour le journal, vous écriviez régulièrement « Faites attention, cet homme n'est pas l'espèce d'abruti obtus que vous décrivez en Europe, il pourrait nous surprendre. » Alors qu'il était très bas dans les sondages, et le moins qu'on puisse dire, et que vous n'aviez pas tort. Hervé, vous vouliez ajouter quelque chose? Je veux bien que ce soit une plaisanterie,
pour beaucoup d'opinion publique, c'était une plaisanterie qui ressemblait au film du docteur Folamour. On disait tout d'un coup, par inadvertance, il pourrait appuyer sur le bouton tellement il le trouve gros. Enfin, on ne savait pas où il en est. Donc, non, parce qu'il y a depuis un an, il n'y a pas eu de guerre nucléaire. Il n'y a pas eu de guerre nucléaire pour le moment. Et si vous voulez, on a pris le prétexte de cette affaire pour dire qu'il était fou. Et j'avoue que moi, je suis assez choquée par ce que font les confrères américains actuellement, qui ont maintenant mis sur le devant de la scène le fait que Trump était mentalement dérangé. Moi, je suis assez désolée, mais il a sûrement beaucoup de défauts, et on les a énumérés tout à l'heure. Mais il me semble qu'on a dit d'abord que Trump était un clown, qu'il n'allait jamais réussir cette campagne. Après, on a dit que c'était Hitler. Il s'avère que ce n'est quand même pas Hitler. Ensuite, on a dit que c'était la marionnette de Poutine. Et puis finalement, on s'aperçoit que c'est pas si clair. Actuellement, la politique américaine vis-à-vis de la Russie n'a jamais été plus musclée depuis beaucoup plus musclée en tout cas que celle d'Obama actuellement. Même si c'est les généraux qui orchestrent tout ça et pas lui. Et maintenant, on dit qu'il est fou. Moi, je trouve ça un peu court. Et il me semble que cet homme a beaucoup de défauts. Il est parfois imprudent. Il dépasse les bornes sur le plan rhétorique. Peut-être qu'il fait du mal à la fonction présidentielle, justement, en se permettant des choses qui ne sont pas dignes de cette fonction. Mais dire qu'il est mentalement dérangé me paraît excessif et faux. Hervé, un dernier mot sur ce sujet. Oui, juste pour dire que... Je voulais revenir sur la notion de dépassement des bornes et que ça pouvait éventuellement, ça plaisait à l'électorat de droite aux États-Unis. La dernière élection partielle en Alabama a prouvé que ce n'était pas évident et que ça pouvait être contre-productif. Nous avons il y aura des élections de midterm en novembre. D'une certaine manière, il y a un véritable test de l'opinion verra. Je pense en novembre quel est le résultat de 2 années de transgression trumpienne sur l'opinion réelle. En tout cas, ce sujet vous passionne. Vous êtes très, très nombreux à réagir. Didier Bissanienne qui nous dit « Pour moi, c'est un non-événement. Ces paroles sont à l'image de l'individu. » Patrice qui nous cite une phrase de Robert Sabatier « Le racisme est une manière de déléguer à l'autre le dégoût qu'on a de soi-même. » C'est très beau. Monica nous dit « Cet homme est une catastrophe. Il n'a pas d'éducation ni bonne manière. Il frôle l'indécence. » Parfois même, peut-être il fait plus que la frôler. Nasredi nous dit « Ou alors il ne connaît rien à la politique. » Ou il est mal conseillé. Julien trouve qu'il dépasse les bornes. Mohamed dit c'est un voyou fou furieux à la Maison-Blanche. Et voilà, il y a tellement de commentaires que je ne peux pas vous les donner tous. Et Gérard qui nous dit il n'empêche que le Dow Jones ne s'est jamais aussi bien porté. C'est assez vrai. Quant à votre jugement, il n'a pas changé. Vous êtes toujours 62% à considérer que oui, Donald Trump dépasse les bornes. D'un chef d'État à l'autre, parlons maintenant d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez peut-être que lors de ses vœux à la presse, le président de la République avait dit qu'il faudrait une loi pour réglementer les fake news, ces fausses nouvelles qui sont diffusées pendant les campagnes électorales. Eh bien, 79% des Français seraient favorables à une telle loi, si l'on en croit le dernier sondage Odoxa Dentsu Consulting pour Le Figaro et France Info, publié ce matin. Véronique, vous avez évidemment regardé de près ce sondage. C'est bien ça la position des Français? C'est bien ça la position des Français. Il y a même une très bonne nouvelle pour les médias, puisque globalement, les Français sont à 61% disent qu'ils ont plus confiance dans les médias traditionnels que dans les réseaux sociaux. Et si on y ajoute les agrégateurs online qui sont des agrégateurs des médias traditionnels, eh bien là, on arrive à 78% des Français qui disent oui, les médias traditionnels sont beaucoup plus fiables que les autres sources. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Après, il y a d'autres nouvelles qui sont un peu moins bonnes, mais celle-ci, en tout cas, elle est plutôt positive, c'est-à-dire que voilà, on a confiance dans la réalité de qui s'exprime. Après, je pense qu'il y a un sujet en soi qui est plus spécifique, qui est préciser ce qu'on entend par fake news, parce qu'après toutes les discussions, qu'est-ce qu'une fake news ? Pour nous, on les classe en 3 catégories. Il y a les fausses informations qui sont diffamantes. Donc ça, là, on va les mettre de côté parce qu'il y a aujourd'hui des tas d'outils législatifs pour lutter contre. Il faut les dénoncer, les faire disparaître et les faire sortir dépend de la réalité de l'efficacité et de la justice et de la personne qui a attaqué et diffamé. La deuxième catégorie, ce sont les images ou les vidéos qui sont détournées et qui, elles, sont détournées pour donner des fausses informations. Ça c'est une catégorie qui est assez importante, mais qui est assez facile à contrecarrer. Vous n'avez pas besoin d'une loi. Là, pourquoi ? Parce que globalement, presque toujours, alors on va avoir une fausse rumeur. Je vais vous prendre un exemple. Monsieur Macron se lave les mains quand il a serré la main d'un ouvrier pendant la campagne. Ça semble vrai parce qu'on voit une vidéo où on le voit se laver les mains.
Sauf que cette vidéo, c'est un montage. Et très vite, on peut démontrer que c'est un montage. Donc, cette information, elle ne prend pas. Et on voit bien, quand on fait des courbes, ça monte et puis ça redescend ensuite, parce qu'une fois qu'on a démonté ça, voilà. Vous avez autre photo, François Fillon et Marion Maréchal qui sont ensemble, tout souriants, lors d'une manifestation du mariage pour tous. Photomontage, et ça se voit vite et c'est facile. C'est d'ailleurs, j'en profite, les gens qui nous regardent, je leur donne un truc pour savoir si une photo est détournée sans être un champion de l'information. Vous faites une capture d'écran de cette photo, vous allez dans Google Images. Dans Google Images, il y a un petit appareil photo en bas de la bande. Vous appuyez dessus, on va vous proposer d'importer la photo, vous l'importez et vous allez avoir toutes les photos similaires à celles que vous avez, et donc vous aurez la photo initiale avec la date, et ça vous permettra de savoir si vous êtes déjà en train de vous faire berner. Voilà. Donc j'espère que les auditeurs du Figaro vont appliquer cette règle, ça évitera de se faire berner. Et ils ont beaucoup de chance parce que Véronique Reissoult est l'une des meilleures spécialistes de l'information sur Internet, mais aussi de la désinformation. Et ce sont des conseils qu'elle vend très cher à ses clients. Et aujourd'hui, c'est gratuit, chers internautes, profitez-en. Mais je vous ai interrompu, Voilà. Véronique. Et donc cette catégorie-là, on va dire que c'est assez facile. Alors, au début, elle est plus efficace parce qu'on se dit qu'il y a une preuve, mais c'est assez facile à démonter. Oui. Il y en a une Et la dernière, troisième, celle, elle est beaucoup plus compliquée. C'est la catégorie de la désinformation sans preuve. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est savoir est-ce que c'est vrai, pas vrai, quels sont les éléments. Je n'ai pas de preuve à vous montrer que c'est vrai, je n'ai pas de preuve pour vous montrer que ça n'est pas vrai. Compliqué. Donc là, il y a quelques techniques. Je vais reprendre l'exemple de Emmanuel Macron pendant la campagne, puisque c'est quand même le président qui lance ce sujet, puisqu'il en a souffert. L'homosexualité d'Emmanuel Macron. Quand vous regardez les courbes, on voit que l'information, elle monte très très fort. Ça monte tellement fort qu'il se dit qu'il faut faire quelque chose. Et lors de son meeting, je ne sais pas vous rappeler, il fait une sorte de coming out, l'expression tombe bien. Voilà, il intervient dans une réunion à laquelle il ne devait pas participer d'ailleurs, originellement, pour traiter ça en riant, mais de façon non, ironique et tout. Mais il a traité le sujet. Ouais. Et il n'a pas de preuve. De toute façon, quoi qu'il fasse ne fonctionnerait pas, et de l'autre côté non plus. Et quand on regarde sur les réseaux avec des outils qui permettent de voir les volumes, on voit que ça redescend tout de suite. Donc c'est une façon de calmer. Sauf que les fake news, surtout quand elles sont un peu croustillantes, elles ne meurent pas si facilement. Donc ça revient régulièrement. Sauf que quand on regarde les volumes, on voit que ça redescend et ça ne remonte jamais à la même hauteur. Et surtout, quand on regarde le contenu, dès qu'elle ressort, il y a quelqu'un qui dit « oui, mais Macron en a parlé », donc il l'a atténué. Donc c'est juste pour vous dire qu'une fake news dans la catégorie désinformation, c'est compliqué à démonter. Ce n'est pas une loi qui va pouvoir le changer, c'est un sujet d'éducation et c'est un sujet de réaction. Il faut surveiller, répondre, aller donner des éléments le plus possible. Voilà. Merci Véronique pour ce coaching. Qu'est-ce que veut faire exactement le président de la République? Au cas où vous auriez oublié, je vous propose de retrouver en image ce qu'il en avait dit lors de ses vœux à la presse. C'était le 3 janvier dernier. En période électorale, sur les plateformes Internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes règles. Comme vous le savez, propager puissamment une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux ne requiert aujourd'hui que quelques dizaines de milliers d'euros et peut se faire dans l'anonymat complet. Les plateformes se verront ainsi imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus. Je vous redonne juste quelques instants la parole parce que vous disiez c'est infaisable, Véronique, en écoutant ça. Impossible. Au-delà du fait que les internautes sont vent debout, parce que ça voudrait dire que qui décrète que quelque chose est vrai ou faux, qui regarde les contenus. Et pour vous dire à quel point c'est compliqué et infaisable, Facebook a annoncé cette nuit, donc c'est vraiment d'actualité, qu'ils allaient réduire le flux sur les fils d'actualité des internautes. Pourquoi? Parce que là, ce dont on parle, la loi d'Emmanuel Macron, c'est un contrôle a posteriori. Ça voulait dire plus de 20 000 personnes pour surveiller, à embaucher. Enfin, c'est pas possible, c'est très compliqué. Et a priori, c'est un autre sujet. Pas sûr que ça soit efficace, mais je ne vais pas m'étaler. Mais la part des contenus sponsorisés, ça peut être décidé a priori. C'était déjà, c'est une règle d'achat et de publicité. Et ensuite, connaître le nom de qui achète de façon sponsorisée, c'était déjà faisable. Donc, il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. D'accord. Si, c'est aussi parce que c'est à l'extérieur du territoire national. Avant de condamner les intentions du chef de l'État... C'est pas le genre de la maison. Non, les condamner à l'impossibilité. Les intentions du chef de l'État, je voudrais quand même faire... Enfin, moi, je remarque deux choses. La première, c'est que il n'y a pas de problème sur l'interdiction
en France, il n'y a pas de problème sur l'interdiction des fausses nouvelles, puisque la loi de 1880 existe déjà et que nous sommes, nous journalistes, condamnés si nous diffusons des fausses nouvelles. Voilà. Et même pas seulement les journalistes d'ailleurs, tous les supports écrits depuis, voilà, c'est une loi républicaine très importante, c'est celle qui fonde la liberté de la presse et c'est celle qui porte un certain nombre de limites. Donc légiférer en soi sur la question, c'est possible. La question, c'est l'extraterritorialité des plateformes. Et là, on se heurte à un problème. Et là, le reproche que moi, je ferais personnellement sur les intentions des chefs d'État, c'est de limiter cette question-là au seul problème des hommes politiques. Parce qu'on a l'impression qu'il dit, seulement en période électorale, on a un problème et ça peut fausser la prochaine élection. Grosso modo, c'est ce qu'on a compris dans 4 ans. Moi, j'ai pas envie de recommencer comme la dernière fois, ou de me retrouver dans la situation d'Hillary Clinton. Mais d'une certaine manière, le respect des lois républicaines par les plateformes se pose sur plein d'autres sujets. Ici, je rappelle que on avait discuté de la pornographie sur Internet, de l'accès des mineurs au contenu pornographique sur Internet, en disant il y a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire respecter une loi qui est une loi que nous respectons, nous journalistes, nous journaux, médias français, qui dit c'est interdit de permettre l'accès à des contenus pornographiques à des mineurs. Et bien, sur Internet, évidemment, c'est très facile. Et donc, en fait, il faudrait essayer de résoudre le problème des plateformes, de la responsabilité des plateformes, pas simplement sur les questions de débat politique, parce que grosso modo, on a l'impression qu'une fois qu'on a réglé le problème du prochain candidat à l'élection républicaine, on n'ira pas plus loin. C'est ça que moi je reproche. Je pense qu'il faut faire des efforts pour faire comprendre à Facebook, à Google, à d'autres que oui, ils doivent prendre en compte les lois démocratiques des pays dans lesquels ils opèrent. Et je pense qu'il faut cheminer vers ça et qu'on n'a pas le choix, parce que sinon on se soumet à leurs lois et pas aux lois démocratiques que nous votons et que nous acceptons. Je vous livre les réactions des internautes. Le droitiste qui manque pas d'humour et qui dit « Chaque fois que je reçois mes impôts, je suis certain que c'est une fake news. » Hélas, non. Il y a peu de chances que ce soit une fake news. Il y a Béatrice qui nous dit « Est-ce que ça voudrait dire que le Gorafi pourrait disparaître ?» Le Gorafi, c'est ce site un peu parodique qui imite un peu le Figaro, ne serait-ce que dans son nom. Mais c'est pas une fake news. C'est annoncé dès le début que c'est une blague. C'est une blague, donc le Gorafi annonce des fausses nouvelles. Si vous aimez les blagues de Le Droitier, si c'est ça le nom de l'internaute dont vous citiez, il y a eu la première réaction des Français, évidemment, a été de faire des blagues. On aime bien, surtout sur Internet. Et donc, il y avait un hashtag qui était « Invente des fake news ». Et franchement, je vous invite à aller regarder. Il y en a quelques-uns qui étaient délicieux. Karl, il y a Gérard qui nous dit « Les sondages aussi sont une forme de fake news ». Karl Meus qui commente chaque mois le baromètre quand Arsofres Figaro Magazine. Là, le problème, c'est que chacun voit les fake news à sa porte. C'est quoi une fake news, que vous disiez tout à l'heure? Comment on va le définir? Alors, pour les sondages, c'est dramatique, parce que vous avez beau dire, voyez, là, sur ce mois, vous preniez l'exemple du baromètre, Emmanuel Macron monte, vous avez toujours des gens sur les réseaux sociaux pour dire « Ah, bah, vous êtes macroniste, c'est pas vrai, dans un autre sondage, il baissait, donc c'est faux ». Non, c'est que chaque institut a sa méthodologie, et ensuite, ça dépend à quel moment c'est pris. Moi, je prends juste un exemple. Vous vous souvenez de François Mitterrand, donc pendant 14 ans à l'Élysée, il y avait la rumeur il a un enfant caché. Donc ça aurait été une fake news pendant les 13 années jusqu'au moment où il dit il y a cette révélation. Vous voyez, c'est ça la difficulté. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'une partie des Français ne croient pas aux démentis des hommes politiques, parce que pendant 14 ans, alors certes, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais François Mitterrand a caché, et tout le monde disait mais non, c'est pas vrai, il n'y en a pas. Eh bien si, il avait une fille cachée. Il avait surtout caché sa maladie au départ. Par exemple, il y avait des communiqués officiels de l'Élysée disant le président François Mitterrand est en pleine santé. On a eu la même chose avec Jacques Chirac après son accident vasculaire cérébral, il est allé à l'hôpital. Il a toutes ses facultés, etc. Ce que disent beaucoup d'internautes, c'est que les principales fake news viennent des gouvernants eux-mêmes. Et alors, si vous prenez par exemple la taxe d'habitation, vous avez là, le jour, on a eu une formidable fake news de la part d'une ministre. Voilà, qui disait on va remplacer par un autre impôt. Quand c'est une fausse information qui n'a pas de preuve à l'appui, après, c'est une question de point de vue. Laure Mandeville. Oui, je voulais juste donner un contexte un petit peu, disons, international à ce débat et dire qu'il ne faut pas oublier en fait, que quand Macron s'est porté sur cette question, c'est à cause de la campagne, comme vous l'avez dit, mais dans le contexte russe. Puisque en fait, il s'est retrouvé en confrontation avec Russia Today, cette chaîne qui vient d'ailleurs de se lancer en France, cette chaîne russe qui est payée par le gouvernement russe, et puis contre aussi une autre organe de presse russe qui s'appelle Sputnik, et qui était véritablement, disons, en bataille
contre l'élection de Macron, contre lequel ils ont propagé un certain nombre d'informations, soit diffamatoires, soit inexactes. Lesquelles, par exemple, Par exemple, il y avait cette information sur l'homosexualité de Macron qui a été répétée, puis sur le fait qu'il y avait eu aussi Russia Today, sur le compte. Un compte en banque. Mais ça, apparemment, je ne suis pas sûre que ce soit Russia Today, puisque ça a été démenti. Sputnik, et il y avait une autre information selon lesquelles des informations cachées sur Macron étaient contenues dans les révélations de Wikileaks, dont ils ont répété ça énormément à Russia Today. Et en fait, je pense qu'on peut comprendre que Macron soit préoccupé par cette question, parce qu'en fait, il faudrait être naïf pour ne pas voir aujourd'hui, quand on connaît un petit peu ce qui se passe dans le domaine de la bataille de propagande et je dirais la lutte pour les esprits, la bataille pour les esprits qui se joue aujourd'hui en Europe, entre les Russes, qui sont, de manière assez ouverte d'ailleurs, en bataille pour défendre un certain nombre de thèses, pour être présents dans le débat, qui achètent des sites, qui les financent, que ce soit à Prague, aux Pays-Bas, en Catalogne, à Londres, etc. Donc il y a une préoccupation générale en Europe aujourd'hui sur cette question-là, mais peut-être, et donc comment être vigilant sur cette question, qu'est-ce qu'il faut faire quand des sites se mettent à propager des théories bizarres. Donc il y a tout un débat entre dirigeants aujourd'hui sur cette question-là. Il n'est pas du tout certain, en revanche, que l'idée de légiférer pour mener cette bataille soit la meilleure. Est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, discréditer les idées qui ne sont pas les bonnes? Et c'est donc évidemment le problème. Sans parler, enfin on n'aura pas le temps, mais Russia Today, quand on les interdit Twitter, ça veut dire quoi? Oui, tout à fait. Donc certains ont le droit de parler, d'autres n'ont pas le droit de parler. Surtout que Russia Today en anglais n'est pas interdit. Mais c'est ça, donc c'est quoi l'idée? Et du coup, ça nourrit la théorie du complot. L'idée, c'est de responsabiliser, donc on va voir ce qu'ils mettent là-dessous. Ça veut dire que, d'une certaine manière, pour le moment, les plateformes n'ont aucun statut de diffuseur, ne sont pas responsables des contenus sur lesquels ils sont. Les plateformes, c'est une plateforme de diffusion. etc. Voilà. Mais il y a toute une partie. Il y a beaucoup de réflexions. Il y a beaucoup de réflexions en ce moment, on pourrait dire, mais sans aller jusqu'à en faire, leur donner le même statut que les organes de presse, qui sont entièrement responsables des éditeurs. C'est-à-dire, il faut trouver une manière de faire en sorte qu'il y ait une responsabilité, une possibilité de mise en cause, une responsabilité. Je sais que c'est compliqué, je pense qu'il ne faut pas abandonner cette piste. Et oui, c'est compliqué, on en reparlera. Le dernier mot à nos internautes, à l'Artichaut qui se demande si une loi européenne serait possible sur ce sujet. Pourquoi pas, mais il faudrait que les pays européens s'entendent entre eux pour ça. Zboubi nous dit, et pourquoi juste en période électorale? C'est vrai qu'Emmanuel Macron voulait légiférer exclusivement pendant ces moments-là, peut-être parce qu'ils sont spécialement sensibles d'un point de vue politique. Et Béatrice qui nous dit, et pourtant, sans les fake news, Fillon serait peut-être président. Peut-être, avec un point d'interrogation. Chacun se fera son idée. Et votre idée à vous, qu'est-ce que c'est? Vous êtes assez partagé sur ce sujet. Mais il y a quand même une petite majorité, 54%, qui est contre une loi pour interdire et éviter les fake news. Nous allons à nouveau vous poser la question, puisque c'est l'usage dans cette émission, sur un troisième thème, sur l'Europe. Faut-il mettre au pas les pays de l'Est? La question est un peu provocatrice, mais c'est évidemment voulu. On voit se développer une vraie fracture entre, d'un côté, les pays de l'Est européen, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, peut-être même l'Autriche maintenant, et puis les pays historiques, on va dire ceux qui sont à l'origine de l'Union européenne, sur un certain nombre de sujets. Faut-il ou non plus d'intégration européenne, mais surtout faut-il ou non plus d'immigration? C'est vraiment ça la ligne de fracture. Hervé Nathan, vous pensez qu'il faut mettre au pas ces pays de l'Est qui refusent de jouer le jeu communautaire? Alors, oui, j'ai lu l'intéressant dossier du Figaro de ce matin, très bien fait. Absolument, auquel a collaboré Laure Mandeville d'ailleurs, et j'aurais dû commencer par là. Commencer par là. Mais Hervé. effectivement, disons, alors, on a l'impression, et c'est ce que nous révèle le Figaro, c'est que dans les milieux, par exemple, de la Commission européenne, l'idée c'est de dire pour les mettre au pas, pour qu'ils reviennent dans le concert des Européens de l'Ouest, qui sont dominants dans l'Union européenne, on pourrait, par exemple, restreindre un certain nombre de crédits. Par exemple, leur dire, les crédits maintenant, ce qu'on appelle les crédits structurels, ceux qui permettent de faire des routes, etc., pour les Polonais, les Hongrois, les Grecs, parce que ça irait évidemment, c'est dans ces eaux-là,
si vous n'êtes pas coopératif en matière d'impôt, par exemple pour un resserrement de l'impôt, si vous n'êtes pas coopératif du point de vue des droits fondamentaux, etc., si vous ne revenez pas dans ce qui est bien commun européen, on pourrait couper les vivres. C'est une caricature, je suis d'accord, mais grosso modo, ça ressemble un peu à ça. C'est évidemment, c'est peut-être possible, c'est juste sous-estimer alors la crise européenne vers laquelle on irait. C'est-à-dire que pour le coup, il faut prendre la dimension de ce que c'est que le nationalisme ou le patriotisme dans ces pays-là. C'est des pays qui se sont libérés de la tutelle de l'Union soviétique. Et d'une certaine manière, l'idée de retomber sous nos tutelles et qui est une tutelle extérieure est quelque chose qui est farouchement refusé par une grande partie de ces opinions-là. Donc il faut comprendre l'enjeu à ce moment-là, d'une certaine manière, à moins de faire, par exemple, à moins d'envisager, comme le fait par exemple M. Wauquiez en France, de dire on va faire une Europe plus petite et puis on va distendre et puis on va faire une Europe non pas à 2 vitesses, mais il y aura un TGV d'un côté et puis un tortillard de l'autre. Et puis ils se débrouilleront de cette façon. Mais il faut prendre conscience de l'enjeu. Effectivement, on est peut-être au-devant d'un affrontement intra-européen extrêmement difficile, qui prend effectivement, comme vous l'avez écrit, le point de départ étant la question de l'immigration, c'est-à-dire quelle réaction on peut avoir vis-à-vis de l'immigration. Évidemment, les Allemands disaient à l'époque, ils disaient on prend tout le monde. Maintenant, c'est un peu changé. Les Français très gênés et évidemment les Hongrois, les Polonais qui ont refusé ça catégoriquement. Justement, sur ce registre de l'immigration, je vous propose de réentendre une intervention qui date du mois de septembre, mais il n'a pas changé d'avis depuis. C'est celle de Viktor Orbán, Premier ministre hongrois, qui, sur l'immigration, est extrêmement clair. Écoutez. Mi elfogadjuk a bevándorló országoknak azt a döntését, hogy ők bevándorlók lettek, bevándorló ország lettek. Azt kérjük, hogy fogadják el, hogy mi meg nem akarunk azok lenni. Tehát a kölcsönös elfogadás helyett ebben a pillanatban bevándorló országok arra akarnak bennünket kényszeríteni, hogy mi is olyanok legyünk, mint ők. Karl Mayus, d'un point de vue démocratique, ça paraît assez logique, non? Chacun fait ce qu'il veut chez lui. Oui, exprimé comme ça, ça paraît effectivement tomber sous le coup du bon sens. Le problème, c'est que les règles européennes ne sont pas exactement celles-ci. Et la difficulté, c'est que, comme l'a dit Hervé Nathan, ces pays-là sont passés du joug de Moscou et ne veulent pas tomber dans celui de Bruxelles. D'autant plus que depuis 1989, ils ont bénéficié de la manne européenne, se sont développés, sont devenus économiquement beaucoup plus forts et maintenant ont la capacité de peser. Et ils ont d'autant plus cette capacité de peser que l'Allemagne a changé d'avis sur les réfugiés. C'est-à-dire que la stratégie de Merkel de dire on ouvre toutes les portes au début pouvait les mettre en difficulté, mais comme aujourd'hui c'est plutôt non, on va fermer les verrous, on en prend beaucoup moins, ça leur donne plutôt raison. Et oui, ils peuvent dire, vous voyez bien qu'on avait raison avant les autres. Laure Mandeville, il y a une question de légitimité. Il y a le droitiste qui nous dit le vote est souverain. De quel droit est-ce qu'on les remettrait au pas? C'est-à-dire qu'en fait, c'est deux logiques contre l'autre. Il y a une démocratie directe contre une logique de construction européenne un peu plus abstraite, peut-être. Oui, moi je pense qu'il y a deux sujets différents. Il y a le sujet de quelle Europe on construit. Et ce qu'on peut faire chez soi en termes de, justement, sur cette question de l'immigration, il me paraît absolument légitime que les pays d'Europe centrale et d'Europe orientale aient leur point de vue sur cette question-là. Il faut bien voir, moi je me suis beaucoup promenée ces derniers temps à travers ces pays, en Tchéquie, en Allemagne de l'Est même, en Pologne, et ils sont très clairs. Ils ne veulent pas du modèle multiculturel tel qu'ils le voient se dégrader et selon eux, complètement échoué, par exemple en France ou en Allemagne. Ils n'en veulent pas. Et donc, ils sont très inquiets. Ils pensent que 2015, c'est vraiment la ligne de fracture, le moment où ils prennent conscience que la migration est un phénomène qui va durer. Et ils ont peur pour leur identité. Ils ont une espèce de panique démographique, comme le dit cet intellectuel bulgare brillant qui a écrit un livre sur ce sujet et qui dit que 2015 est une sorte de 11 septembre pour l'Europe, parce que c'est le moment où on s'aperçoit qu'on est là face à un problème existentiel. Le moment de l'afflux massif de migrants, venant notamment de Syrie et d'Irak. Et qu'on pense que ça ne va pas nécessairement s'arrêter et qu'il va falloir donc prendre des décisions sérieuses sur ces questions-là. Et je pense qu'il est légitime de la part de l'Europe centrale de discuter ces questions. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'eux contestent le droit
de Bruxelles et d'Angela Merkel a décidé contre leur gré d'établir ces fameux quotas. Ils pensent qu'il n'y a pas eu de véritable unanimité sur cette question fondamentale. D'un autre côté, on peut comprendre que la Commission, aujourd'hui, s'inquiète de certaines dérives sur le plan démocratique, je dirais interne, des contre-pouvoirs qui sont en train de s'affaiblir dans des pays comme la Pologne ou la Hongrie sur la question de la justice, qui apparemment, où il y a eu un certain nombre de lois qui sont inquiétantes, sur l'indépendance des médias. Et là, il y a la question des valeurs de l'Union européenne et de l'idée que, OK, nous, vous faites partie d'une communauté, on vous a donné énormément d'argent, il faut continuer de défendre ces valeurs. Et donc, je pense qu'il y a un jeu extrêmement subtil qui doit être mené au lieu d'avoir des espèces d'excommunication venant de Bruxelles contre tel ou tel pays d'Europe de l'Est, d'autant plus que, comme ça a été dit auparavant, en fait, ce n'est pas une rupture Est-Ouest et qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, en Allemagne même, par exemple avec le phénomène de la CSU qui veut opérer un virage à droite toute et qui a reçu Viktor Orban à son congrès en Bavière, l'allié de Mme Merkel en Bavière, ou même la CDU qui veut opérer ce même virage, ou également on pourrait parler de tas de partis qui veulent freiner aussi, enfin avoir une approche plus, disons, de contrôle de l'immigration, jusqu'à Emmanuel Macron, oui, peut-être qui est en même train de qu'Emmanuel changer. Macron est en train d'arriver sur la ligne urbaine tout doucement, il a quand même encore de la marge. Béatrice nous dit les ressortissants des pays de l'Est ont bénéficié de la générosité de l'Europe quand tout allait mal chez eux. À présent, ils oublient d'être généreux. Voilà, tandis que Soleil Forever nous dit notre erreur ne serait-elle pas de ne pas écouter ces pays. Vous avez beaucoup de réactions passionnantes. Véronique Reissoult, votre avis là-dessus? J'en ai pas. Non. Non, c'est pas que j'en ai pas, mais mon propos est plutôt de vous dire ce que les internautes en pensent, et sincèrement, c'est compliqué. C'est un sujet ouais. C'est un sujet compliqué, parce que pour savoir ce que pense la masse, si je veux sortir de l'individu en soi, du coup, il faut mettre des mots-clés. Je mets quoi comme mots-clés? Alors, je mets Europe, je mets pays de l'Est, je mets migrants. Enfin, ce sont des sujets très différents, c'est compliqué, et on tombe vite dans des caricatures des extrêmes. Et donc, pour savoir ce que pensent réellement les internautes sur ce sujet, ce serait mentir que vous dire que c'est très clair. Mais cette rigueur scientifique vous honore, chère Véronique. Les internautes, eux, ils sont assez partagés là aussi. Faut-il mettre au pas, avec toutes les guillemets qui s'imposent, les pays de l'Est? Il y a une petite majorité pour trouver que non. Je vous livre encore quelques réflexions d'internautes. Juste Khalid qui dit, comme vous, Véronique, il n'y a pas un seul point de divergence, il y a énormément de divergences. C'est la raison pour laquelle la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe. Et puis, nous avons aussi, d'autres insistent sur les différences de mentalité, notamment Marie-Christine. Et John Sacha qui nous dit, on n'est pas du tout dans la vision de l'Europe de messieurs Mitterrand et Kohl. Là, c'est une Europe de capitalistes, sans doute façon de dire que les enjeux économiques prennent une place importante. Il nous reste quelques minutes pour parler d'un sujet qui n'a absolument rien à voir. Les éditions Gallimard, avec le projet de rééditer les pamphlets antisémites, je crois qu'ils sont au nombre de 3, il y a 3 livres qui avaient été publiés dans l'entre-deux-guerres par Louis-Ferdinand Céline, l'auteur de Voyage au bout de la nuit. Finalement, Gallimard, notamment à cause de beaucoup de protestations parfois officielles, a renoncé ou en tout cas a suspendu ce projet. Est-ce qu'il a eu raison ou est-ce qu'il a eu tort? Hervé Nathan, vous avez un point de vue là-dessus. Est-ce qu'on peut tout dire et tout publier? Là-dessus, j'ai un point de vue qui est simple, c'est qu'il faut respecter la loi de 1972, dite loi Pleven, qui proscrit la publication et qui réprime la publication des écrits et des opinions appelant à la violence, à la haine contre des groupes en fonction de leur religion, de leur ethnie, etc. etc. Je vous renvoie à la loi de 1972, très bien, toujours en vigueur. C'est ce qu'a rappelé Serge Klarsfeld, qui effectivement a été le lanceur d'alerte, si on veut, sur cette question-là, et qui a dit attention, nous attaquerons. Et c'est ça qui a fait reculer, en fait, pour moi, les éditions de Gallimard, parce qu'en fait, les éditions Gallimard s'étaient mises dans un mauvais cas. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient non pas interdire, parce qu'on dit on va interdire Céline. Pas interdire, il ne s'agit pas d'interdire Céline, il s'agit de republier avec tout ce que ça veut dire de la part d'une maison aussi prestigieuse que la maison Gallimard, avec l'imprimature imprimée par la maison Gallimard, des écrits férocement racistes.
C'est pas simplement antisémite, c'est contre les youpins et c'est contre les nègres. Excusez-moi de prendre ce genre de position, de m'expliquer, mais au moins il faut dire. C'est pas facile à trouver, mais ça se trouve, parce qu'effectivement, c'est en vente libre sur Internet et chez les bouquinistes sur les trucs. Donc il n'y avait pas besoin que la maison Gallimard vienne donner un brevet d'honorabilité sous prétexte que c'est un bon écrivain qui prononce ce genre de choses. La deuxième chose, c'est qu'il y avait un deuxième procès que Gallimard se réfugiait, selon moi, derrière l'idée d'avoir un appareil critique. L'appareil critique qui était prévu par la maison Gallimard, et nous n'avons jamais démenti ce que je vais dire, était simplement un appareil de critique littéraire. Parce que c'est ce qui a été, parce que l'appareil critique qu'on connaît, on le connaît puisqu'il a déjà été édité au Québec, et que la maison Gallimard avait simplement acheté les droits et comptait simplement reproduire ce qui s'est fait au Québec, c'est-à-dire reproduire 3 pamphlets antisémites, anti-noirs, à peu près tout ce qui n'était pas la race aryenne, dont certains ont été écrits sous la collaboration, et donc qui sont aussi des appels au meurtre. De fait, qui ont été suivis des faits, c'est ce qu'a rappelé Serge Klarsfeld, et il refusait d'avoir un appareil critique fait par des historiens, notamment de l'antisémitisme, notamment de la période de la collaboration, et c'est important, etc. Et donc la maison Gallimard était obligée, effectivement, de reconsidérer sa position et de dire, je vais peut-être réfléchir un petit peu, et on va attendre. Tout ça, voilà, madame, donc la veuve de monsieur Céline, attendra un petit peu avant de toucher des droits, parce que, en fait, le fond de l'histoire, c'est celle-là, je vais m'arrêter là, le fond de l'histoire, c'est celle-là, la veuve de Céline, et c'est éventuellement ses successeurs avaient envie de toucher des droits sur les pamphlets antisémites. Voilà. Donc à la question, faut-il suspendre la publication des écrits antisémites de Céline, Hervé Nathan nous répond de façon tout à fait claire. Oui, il faut les suspendre. Et je me réjouis de la sélection des éditions. Voilà, je ne sais pas encore, parce que dans cette émission, la parole est libre et rien n'est répété. S'il y a d'autres points de vue autour de cette table, je vais vous en livrer un, qui n'est pas le même que le vôtre, Hervé Nathan. Il est celui de notre confrère Franz-Olivier Gisbert. Dans son éditorial du Point de cette semaine, Franz écrit « N'a-t-on pas le droit, si l'envie nous en prend, de lire toute l'œuvre, le meilleur comme le pire de Céline ». Donc ça, c'est son premier argument. Il dit, on a le droit de lire, et puis après, on se fait son idée. Et le deuxième argument, c'est de dire, la publication de ces textes vomitifs ne devrait pas plus relancer l'antisémitisme que celle des œuvres de Sade n'avait naguère promu le sadisme. Karl Meus, vous avez un point de vue sur ce sujet ? Qui rejoint plus celui de Franz que celui d'Hervé. C'est pas parce que j'ai travaillé avec Franz, mais je trouve qu'il a entièrement raison. C'est-à-dire que quand on lit, moi j'ai lu quelques passages justement grâce à Arnaud Klarsfeld qui en a publié sur Twitter, et on se rend compte de la dimension totalement délirante et totalement antisémite de Céline. Et au contraire, je pense que loin de favoriser l'antisémitisme, ça va au contraire ouvrir les yeux de beaucoup de gens, de se dire, mais c'est totalement délirant. Parce qu'il parle, je l'avais dit, de youtres, de rats, il dit des choses horribles comme, au fond, ils l'ont peut-être un peu mérité s'il y a eu tous ces pogroms. C'est écrit comme ça. Au fond, si les gens les attaquaient, c'est quand même qu'il y avait des raisons. Donc il y a toute une façon de lire Céline qui, à mon avis, aurait été intéressante et aurait au contraire été, à mon sens, plutôt protectrice. Après, je reviens, il y a aussi, mais ça c'est un autre débat, Gallimard avait prévu une préface de Pierre Assouline, dont on ne peut pas dire que là, ça aurait favorisé quand même l'antisémitisme. Voilà, mais c'est un autre... Voilà. Évidemment, il faut se poser la question qui aurait acheté ces textes-là. Non, on ne le saura jamais, on peut s'interroger sur qui a acheté Rebattel et Décombres. Puisque ça fait moins de bruit, ça a une était moins connu. Mais moi, il faut s'interroger à qui ça sert, parce que si on veut étudier Céline, on peut le faire, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il y a un excellent livre que je vous conseille sur l'antisémitisme de Céline, qui est fait par, qui est en vente libre, celui-là. Donc, si on veut se rendre compte de l'antisémitisme de Céline, il n'y a pas besoin que la maison Gallimard réédite ça. Voilà, nombreuses réactions, dont une de l'Artichaut qui nous dit « Mein Kampf aussi est disponible ». Alors, je crois que pour l'instant, il ne l'est pas en français, il le sera... Je voudrais juste, sur l'argument de la folie, je voudrais rappeler, il y avait des gens qui disaient qu'Hitler était fou. Voilà. C'était un argument de l'époque. Juste le commentaire à ce que dit l'Artichaut. En fait, je crois que Mein Kampf sera effectivement édité en français chez Fayard, d'ailleurs, au mois de mars, mais ce ne l'est pas encore. Je vous appelle à regarder l'appareil critique qu'il y aura autour de Mein Kampf. Je pense que ça ne ressemble pas du tout à ce qui est disponible au Québec. Merci. En ce qui concerne Céline. Voilà, puisque Véronique Reissoult... Cette fois-ci, je peux vous dire beaucoup de... beaucoup plus facilement. Il y a du monde, c'est clair. Et je vais le résumer rapidement en 3 points. En gros, le premier, ça rejoint d'ailleurs étonnamment les fake news, parce qu'en fait, il y a un point de consensus pour tout le monde, c'est les propos haineux et racistes n'ont pas de place sur les réseaux sociaux. C'est une unanimité sur ce sujet-là. Et donc, évidemment, les uns et les autres disent que
qu'une condamnation de l'antisémitisme n'est pas un sujet et qu'une publication même avec des notes explicites, c'est compliqué. Par contre, il y a quand même 2 points qui ressortent de plus en plus. Le premier, c'est un hashtag qui remonte lentement, mais sûrement, qui s'appelle autocensure. Ça ne parle pas que de Céline, mais ça parle de plein de choses en ce moment. Une réalité de voix qui disent aujourd'hui, on veut tout contrôler, on peut plus se faire sa propre opinion, les choses sont compliquées, on peut plus s'exprimer. Et en disant, c'est un sujet d'autocensure, donc ça monte doucement. Je vous invite à suivre ce hashtag parce qu'on sent bien qu'il monte. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est la théorie du complot de Céline, qu'il y a dans ses ouvrages. Eh bien, le fait de les retirer aujourd'hui nourrit ce propos, et donc ce qu'on lit un peu partout, donc on a presque un effet Streisand, c'est-à-dire en voulant le retirer, on dit c'est bien la preuve que, donc en fait, l'effet voulu n'est pas forcément celui obtenu. Peut-être que si la maison Gallimard n'avait pas commencé par avoir une idée saugrenue, on ne serait pas arrivé à ce résultat déplorable. Laure Mandeville, vous aurez le mot de la fin sur ce sujet. Je dois vous dire que je n'ai pas de religion sur cette question, et que à vrai dire, j'avais lu des passages de cette horrible bagatelle pour un massacre dans la bibliothèque de mon arrière-grand-père, en fait. Et j'avais 16 ou 17 ans, et je me souviens que j'avais été absolument horrifiée et sidérée par la violence, effectivement, comme le disait Karl, de ce que je lisais. Et c'est vrai que c'est ce dont je me souviens maintenant. Est-ce que je vois des arguments, en réalité, à la fois dans ce que vous dites et dans ce que dit Franz et Karl. Donc je ne trancherai pas sur cette question. Et bien voilà, c'est tout l'intérêt de point de vue, c'est de confronter des opinions différentes. Vous êtes 62% dans ce qui n'est pas un sondage, hein, mais un questionnement sur Twitter à répondre plutôt non, à répondre même non à cette question, fallait-il suspendre la publication des écrits antisémites de Céline. Voilà, cette émission est terminée. Je propose de nous quitter avec quelques notes de la chanson Résiste. C'était ce matin qu'a été enterré France Gall au cimetière de Montmartre, et c'est un petit hommage qu'on lui rend ce soir. À lundi.